Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Aujourd'hui, c'est la dernière séance de cette série de cours sur les interactions entre les plantes et les pollinisateurs. Et dans cette dernière séance, nous allons parler de comment conserver ces interactions plantes-pollinisateurs. Donc, juste pour rappel, sur les 7 cours précédents, on a montré comment est-ce que les plantes et les pollinisateurs interagissent depuis des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Comment ça aboutit à des réseaux d'interaction relativement stables, capables de faire face à des modifications de leur environnement quand elles ne sont pas trop importantes ou trop rapides. Et qu'on a des changements en cours chez les plantes, chez les pollinisateurs et dans la façon dont les deux partenaires interagissent du fait de l'impact des activités humaines. Donc juste pour rappel très brièvement, chez les plantes, ça se traduit de plein de façons différentes, avec localement parfois des disparitions d'espèces, parfois au contraire des introductions d'espèces, mais ce sont souvent les mêmes et cela peut conduire à une homogénéisation des communautés de plantes qui ont tendance à se ressembler de plus en plus à travers l'espace. Et puis chez les pollinisateurs, une des caractéristiques assez frappantes de ces changements, c'est que on a plusieurs situations documentées d'effondrement dans la masse de matière vivante représentée par les insectes en général et potentiellement les pollinisateurs en particulier. Un autre phénomène, c'est qu'il semble y avoir des extinctions, des disparitions locales en parallèle des plantes et des pollinisateurs. Donc, face à ces changements, une question qui se pose, c'est que peut-on faire ? Comment trouver des solutions pour conserver à la fois les plantes, les pollinisateurs et leur interaction ? Donc c'est tout l'objet de cette séance aujourd'hui, où je vais essayer de vous présenter les solutions qui existent, peut-être de vous montrer que pour l'instant, elles ont été conçues surtout pour des animaux vertébrés et un peu moins pour des plantes et encore moins pour des pollinisateurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. De vous faire la liste de ces solutions. Donc, ce constat de changement majeur du vivant, en fait, il préexistait avant qu'on documente vraiment les changements pour les plantes et surtout pour les pollinisateurs. Donc, quelque chose dont je vous ai déjà parlé il y a quelques séances, avec ce livre publié par Rachel Carson qui et une marque dans la prise de conscience de la disparition de certaines espèces et qui a conduit au passage de la question de changement de biodiversité dans la sphère publique et pas uniquement au sein de la recherche. Et en particulier, ce que ce livre et d'autres constats ont déclenché, c'est la mise en place des premières lois de protection des espèces et aussi des espaces. Donc aux États-Unis, par exemple, ça s'est traduit par une loi qui s'appelle l'Acte pour les espèces en danger, Endangered Species Act, dont la première version a été publiée en 1966, donc vraiment pas longtemps après la publication de ce livre. Et puis il y a eu des versions de plus en plus ambitieuses dans les années qui ont suivi. Et un tout petit peu après, mais pas tant que ça, la première loi d'ampleur sur la protection de la nature en France en 1976. À ce même moment est apparue une discipline qui avait pour vocation de contribuer à la protection de la nature et du vivant, qu'on appelle la biologie de la conservation. Donc, elle a eu un congrès fondateur en 1978 à San Diego, sous l'impulsion de Bruce Wilcox et surtout Michael Soulé. Et 2 ans après, ils ont publié ce livre qui s'intitule « Biologie de la conservation ». Cette discipline, la définition générale, c'est qu'elle essaye d'associer les concepts de l'écologie, donc étudier les interactions entre les êtres vivants et leur environnement, et de l'évolution, la façon dont les populations changent au cours du temps, pour répondre aux enjeux de la crise en cours de biodiversité. C'est une discipline qui a plusieurs caractéristiques par rapport à d'autres disciplines scientifiques plus classiques. La première, c'est que c'est une discipline qu'on appelle normative, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de décrire et de comprendre le système qu'elle étudie, mais elle va émettre des jugements de valeur et essayer de promouvoir des règles, des principes. Et
le principe que promeut la biologie de la conservation, c'est qu'il est important de conserver la diversité du vivant, et je vais y revenir juste après. Une autre caractéristique importante, c'est que c'est une discipline de gestion de crise. Elle s'est développée à un moment où on constatait qu'il y avait des espèces et potentiellement des espaces, des habitats qui risquaient de disparaître, voire qui avaient déjà disparu. Et donc, face à cette situation de crise, la première étape, ça a été d'identifier quelles étaient ces espèces ou ces espaces qui allaient disparaître incessamment sous peu si rien n'était fait, et proposer des solutions pour les protéger et pour essayer de réparer les dégâts qui avaient déjà été faits par les activités humaines. Et donc, dans la suite du cours, là, on va regarder un petit peu ces différentes étapes, comment on identifie les entités qui sont particulièrement menacées, quelles solutions on a pour protéger et pour restaurer des populations ou des espaces. Donc, une discipline normative, le développement de la biologie de la conservation, c'est vraiment fait dans un registre de la morale et sur la base d'une valeur qu'on attribue au vivant, qu'on va appeler une valeur intrinsèque. Donc, la valeur intrinsèque, c'est la valeur de ce qui a une fin en soi et non pas comme moyen pour autre chose. Et donc, derrière cette valeur intrinsèque, ou ce qu'implique cette valeur intrinsèque, c'est qu'il y a une obligation éthique de protection. Et par exemple, cette valeur qu'on met derrière la nature, elle peut être illustrée par cette citation de Aldo Leopold, qui était un écologue américain et qui a beaucoup influencé le développement de l'éthique environnementale. Et il dit « Une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. » Et donc là, c'est une traduction en français de ce qu'il a dit. Dans la version anglaise, le juste et injuste, c'est « right or wrong ». C'est vraiment le bien ou le mal. Ce qu'on peut noter dans cette citation, c'est que on préserve l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Donc il y a quand même une position aussi d'un point de vue humain, avec quelque chose qui peut être assez subjectif. Qu'est-ce qu'est une communauté biotique belle ou pas belle? Donc malgré cette composante valeur intrinsèque, c'est-à-dire vraiment une valeur en soi, il y a quand même aussi un jugement de valeur par rapport aux humains. Et à cette valeur intrinsèque qui a poussé le développement de la biologie de la conservation, on peut rajouter une valeur patrimoniale, en sens qu'on va chercher à protéger des espèces ou des espaces qu'on considère comme faisant partie de notre patrimoine en tant qu'humains. Et ce qui a fait que les choix qui ont été portés sur des espèces à protéger, ils ont été beaucoup biaisés vers des gros animaux, donc essentiellement des animaux vertébrés, et même parmi les animaux vertébrés, surtout des mammifères et des oiseaux. Donc, pour vous illustrer ça, dans la première version du Endangered Species Act aux États-Unis, il y avait 78 espèces qui ont été protégées, et vous voyez un petit peu comment se distribuent ces espèces. 36 oiseaux, 22 poissons, 14 mammifères, 6 reptiles, 6 amphibiens, et c'est tout. Une illustration, alors que je n'ai pas choisi complètement au hasard, mais qui est quand même un peu représentative, de quelques espèces qui étaient concernées par cette protection. Vous voyez que ce sont quand même des espèces assez charismatiques et des gros animaux. Donc, en particulier, dans la première version, aucune plante, aucun insecte. Une des raisons pour lesquelles les plantes n'ont pas été mises dans la première version, c'est que on trouvait que ce n'était pas simple de réussir à différencier des plantes qui auraient été cueillies sauvages dans la nature ou des plantes qui viennent d'une culture. Et donc, on ne peut pas protéger facilement les plantes parce qu'on n'arrive pas à contrôler est-ce que quand quelqu'un a cueilli des fleurs ou une partie de plante, est-ce que c'est des plantes sauvages ou pas des plantes sauvages. C'est un petit peu étrange cette justification parce que la question se pose aussi pour beaucoup d'animaux. Et d'ailleurs, il y a des gens qui essayent de développer des méthodes
au moment du commerce de certaines espèces animales, essayer d'identifier si ce sont des individus qui ont été capturés dans la nature ou au contraire élevés en captivité. Alors ce biais vers les vertébrés et vers les mammifères, en fait, c'est quelque chose que tous les humains ont et dans toutes les disciplines, on a ça. Pour ce qui concerne la conservation particulièrement, on peut le quantifier en regardant les résultats de cet article qui a consisté à regarder pratiquement toute la littérature récente sur les sciences de la conservation, donc 13 000 articles, et de regarder quelles étaient les solutions proposées, est-ce qu'elles étaient efficaces. On va s'en servir pendant le cours de ce travail pour évaluer l'efficacité des solutions de conservation, mais on peut aussi regarder ces articles, comment ils sont distribués à travers le vivant. Et par exemple ici, pour évaluer les statuts de menace des espèces, est-ce qu'une espèce est menacée de disparition ou pas, vous voyez qu'en nombre d'articles, le gros des articles porte sur les mammifères et les oiseaux. Les plantes ne sont pas si mal placées que ça, mais on va y revenir. Et puis, tout le groupe des insectes et arachnides, c'est une dizaine d'articles. Donc les pollinisateurs là-dedans, c'est encore moins. Voilà, même chose pour les solutions de conservation qui sont proposées concrètement, surtout les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les plantes un petit peu, et vraiment pas grand-chose pour les insectes et les arachnides. Donc vraiment un biais assez fort vers les animaux vertébrés. Alors, ceci étant, les solutions qui sont proposées, elles peuvent être assez génériques. Donc, on est en gestion de crise. La première chose à faire, c'est d'identifier quelles sont les espèces et les populations qui sont menacées de disparition. Et ça, il y a toute une théorie qui s'est développée autour d'un concept central qui s'appelle la viabilité des populations, qui va caractériser la probabilité de disparition ou d'extinction d'une population sur un pas de temps donné. Ça s'appuie sur des cadres théoriques qui sont la démographie et la génétique des populations. Donc essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui font varier le nombre d'individus dans une population ou qui font varier sa composition génétique, et particulièrement dans des petites populations et des populations qui sont de plus en plus isolées et fragmentées, séparées en plusieurs petits morceaux, du fait de la destruction et de la fragmentation de leurs habitats. Et on sait notamment que du point de vue de variation de la taille des populations, dans les toutes petites populations, vous pouvez très bien avoir, juste par hasard, quelques individus qui n'arrivent pas à se reproduire une année donnée pour une raison ou pour une autre. Si ça se poursuit quelques années de suite, eh bien, la taille de la population diminue jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Et puis on a aussi des problèmes génétiques qui sont liés alors, à plein de mécanismes différents. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple à la consanguinité. Le fait que quand on est dans une population de petite taille, la plupart des individus sont très rapidement apparentés les uns avec les autres. Et la reproduction entre individus apparentés, ça a des effets qui peuvent être très négatifs sur la santé des descendants de ces individus. Donc on peut, à partir de cette connaissance des variations de l'effectif de la population et des problèmes génétiques, faire des projections sur quelle est la probabilité de disparition d'une population. Et par exemple, il y a quelques séances, je vous ai montré cette classification des espèces de plantes par la liste rouge des espèces menacées. Donc, ils classent les espèces selon qu'elles sont soit déjà éteintes, soit à des catégories de menaces plus ou moins importantes. Et bien, un des critères pour décider dans quelle catégorie est une espèce, c'est ce calcul de la viabilité, donc la probabilité d'extinction d'une population. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus fine de caractériser les risques de disparition d'espèces. Souvent, on n'a pas les données pour le faire, mais quand on l'a, par exemple, ici, vous avez les critères qui sont utilisés. Donc une espèce en danger critique, par exemple, c'est une espèce qui a plus d'une chance sur deux de disparaître en 10 ans ou en 3 générations, selon la durée de vie des individus. Et puis, une espèce vulnérable, c'est une espèce qui a au moins 10% de chance de disparaître dans les 100 ans. Alors, cette évaluation du degré de menace des espèces, elle a été faite pour un très très grand nombre d'espèces. Et là, vous avez un tableau qui vous récapitule les catégories de menaces pour différents groupes. Chaque ligne, c'est un groupe.
Quand on est en vert, on est dans une situation où il n'y a pas trop de problèmes. Quand on est en gris, c'est qu'on n'a pas d'informations pour dire quoi que ce soit. Et puis quand on est dans le jaune, orange et rouge, là, on commence à avoir des situations problématiques. Alors ce que vous voyez, c'est que il n'y a pas une catégorie plantes. Là, celle qui va nous intéresser, c'est une partie des plantes qu'on appelle les dicotylédones. Et puis, vous avez une catégorie insectes. Donc vous voyez qu'en nombre d'espèces, il y a 6000 insectes pour lesquels on a pu estimer cette probabilité d'extinction, 4000 espèces de plantes. Quand on compare par exemple aux mammifères ou aux oiseaux, c'est des chiffres qui sont relativement importants. Mais si on se réfère au nombre total d'espèces dans ces groupes, la situation elle est un peu différente. Vous voyez que par exemple pour les oiseaux, il y a 11 000 espèces à peu près qui ont été évaluées. Et au total, on estime qu'il y a 11 150 espèces. Donc pour les oiseaux, on sait bien quel est le degré de menace. Même chose pour les mammifères, 10 200 sur 10 500 espèces évaluées. En revanche, pour les plantes, on a 4 000 espèces évaluées sur 200 000. Ça fait, je ne vais pas refaire le calcul, mais quelques pourcents. Et pour les insectes, 6 000 espèces sur 8 millions, donc 1 pour 1000. Donc on ne connaît pas très bien le statut de menace des plantes et encore moins des insectes. Alors en France, la situation elle est quand même un tout petit peu meilleure. On a des listes rouges qui ont été établies spécifiquement pour les populations en France. Et par exemple, on a une liste rouge des plantes menacées en France pour laquelle on a réussi à évaluer 5000 espèces sur plus de 6000 espèces de plantes présentes en France. Donc là, on est quand même sur un pourcentage qui est assez élevé. Ça, c'était en 2018. Et puis, depuis plus longtemps encore, on a une évaluation des papillons de jour. Donc 250 espèces évaluées, c'est à peu près la totalité des papillons de jour qu'on trouve en France. Et vous voyez que dans les deux cas, on a un certain nombre d'espèces qui sont menacées ou quasi menacées. En revanche, ce que vous pouvez constater, c'est que pour les abeilles ou pour les mouches, qui sont des groupes de pollinisateurs très importants, pour l'instant, on ne sait pas. Alors ça va venir pour les abeilles. Il y a un projet en cours qui est en train de démarrer et qui est porté par le Muséum d'histoire naturelle pour faire une liste rouge des abeilles menacées. Mais pour les mouches, je ne crois pas que ce soit prévu. Donc, évaluation des degrés de menace. Une fois qu'on a identifié des espèces qui sont menacées, et là, au moins pour les papillons, on sait qu'il y en a, on peut mettre en place des protections. Alors, première chose, on peut protéger directement les espèces. Et là, je ne vais pas vous faire la liste de tous les outils de protection d'espèces qui existent. Je vous en illustre juste un ou deux. Donc, un outil international, ça s'appelle la CITES. Donc, c'est un acronyme pour la Convention sur le commerce international des espèces en danger de faune et flore sauvage. Donc, c'est un traité qui est signé assez massivement à l'échelle mondiale. Vous voyez ici la carte de tous les pays signataires en rouge. Donc, quasiment tout le monde a signé cet accord, qui a émergé au moment de cette prise de conscience et au moment où on commençait aussi les protections à l'intérieur des pays, et qui va réglementer la commercialisation de plus de 40 000 espèces de plantes et d'animaux à l'échelle mondiale, avec des listes d'espèces pour lesquelles c'est complètement interdit de commercialiser quoi que ce soit, et puis d'autres où il y a des autorisations, mais ça doit être contrôlé. Et donc cette réglementation-là, ça fait l'objet aussi de beaucoup de trafic illégal. Et vous avez plein d'histoires de saisies d'animaux parfois vivants. Ici, ça ne se voit pas très très bien, mais c'est une personne qui a des petits oiseaux vivants, emmaillotés, très très serrés, tout autour des jambes, et qui essaye de les faire passer en fraude. Là, il n'a pas réussi, mais on imagine qu'il y a des fois où ça doit marcher. Alors cette protection, on va rediscuter des protections d'espèces pour montrer qu'elles sont assez efficaces. Elle peut avoir des petits effets pervers inattendus qui sont liés au fait que dans les sociétés humaines, souvent la rareté a une valeur. On aime bien ce qui est rare. Et ici, c'est un travail qui essaye de montrer cette valeur, ici une valeur monétaire de la rareté, en regardant le prix de spécimens de papillons de collection, ici qui viennent de Nouvelle-Guinée,
en fonction de est-ce que ce sont des spécimens très rares et de plus en plus abondants. Et on voit que le prix peut être multiplié par un facteur 10, juste du fait de cette rareté. Ils ont contrôlé pour le caractère esthétique des papillons. Les papillons les plus rares ne sont pas forcément les plus esthétiques, c'est la rareté qui compte. Et quand quelque chose est rare, on a tendance à plus vouloir y avoir accès. Et la question, c'est comment on sait que quelque chose est rare. Et une façon de signaler que quelque chose est rare, c'est de dire on va protéger cette espèce. Et là, vous avez des données qui vous montrent le nombre d'individus qui ont été saisis en douane pour 2 espèces qui sont régulées par la CITES, une espèce d'orchidée et une espèce de... J'ai oublié ce que c'est le groupe, mais vous voyez, une autre plante. Et ce sont 2 espèces pour lesquelles le statut CITES a changé. Ils étaient dans un statut qui permettait du commerce, et puis ils sont passés dans un statut beaucoup plus restrictif. Et vous voyez que juste avant le passage de statut, d'un seul coup, il y a une activité de commercialisation massive sur ces espèces-là. Donc protection internationale, vous avez aussi bien sûr des protections locales. Alors je vous donne juste un exemple dans le cas de la France. Il y a une liste d'insectes qui sont protégés à l'échelle nationale, donc partout en France, et on n'a pas le droit ni de les collecter, ni de collecter leurs larves, leurs œufs, etc. Je vous ai mis les répartitions en nombre d'espèces dans différents groupes. Donc le principal groupe où vous avez des espèces protégées, c'est le groupe des lépidoptères, mais vous en avez aussi chez les coléoptères, chez les libellules et dans le groupe des criquets grillons sauterelles. Voilà quelques exemples. Le message principal, c'est que, encore une fois, il y a un biais alors plutôt vers des jolis animaux et que les pollinisateurs sont relativement délaissés. Donc il y a les papillons. Le groupe des coléoptères sont essentiellement des espèces qui ne visitent pas les fleurs. Et puis, vous n'avez pas d'abeilles et pas de mouches. Au passage, je ne suis pas spécialiste, mais par exemple, cette espèce, la magicienne dentelée, qui est protégée partout en France, on pensait que c'était une espèce très très rare, mais apparemment, c'est une espèce surtout très très discrète et qui en fait est relativement abondante, mais qui est protégée parce que assez mal connue. Alors, sur cette protection des espèces, je reviens à cet article de Laurent Godet et Vincent de Victor, qui donc ont pris 13 000 articles autour de la conservation et qui ont fait le bilan de quelles étaient les mesures proposées et est-ce que l'efficacité de ces mesures avait été évaluée. Et pour à peu près 1000 articles, il y avait des situations de proposition de mesures et éventuellement d'évaluation. Donc là, sur ces graphiques, vous avez les différentes catégories de mesures qui sont proposées et ensuite le nombre d'articles concernés. Et les couleurs vous disent soit c'est une mesure qui a été testée, elle a été un succès, ça c'est le vert, soit c'est une mesure qui a juste été proposée, qui n'a pas été testée, c'est le bleu, donc là on ne peut rien dire. Et puis elle a été testée et on a considéré qu'elle avait des effets bénéfiques mais insuffisants, c'est le noir. Ou bien elle a été testée et c'était un échec, c'est la situation en rouge. Et donc pour ce qui nous concerne pour l'instant, la protection d'espèces, vous voyez qu'il y a beaucoup de situations, donc 40 sur 43, où quand on met en place une protection d'espèces, eh bien ça fonctionne, on arrive au moins à maintenir l'espèce, voire à faire réaugmenter sa taille de population. Deuxième solution, au-delà de protéger les espèces individuellement, on peut protéger les espaces, donc l'ensemble d'écosystèmes ou même de paysages. Et là, c'est pareil, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les protections qui existent, mais un exemple à l'échelle de l'Union européenne, c'est le réseau Natura 2000, donc qui est un réseau d'aires protégées qui vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats qui sont considérés comme les plus remarquables en Europe. Donc ça s'est déployé en plusieurs étapes, ce réseau Natura 2000. On a commencé à la fin des années 70 par ce qu'on appelle une directive oiseaux, qui visait surtout à la conservation des espèces d'oiseaux et de leur habitat. Et puis on s'est rendu compte que ça allait peut-être pas être suffisant pour protéger toute la biodiversité. Et donc on est passé sur cette directive habitat. Donc on préserve des espèces et aussi leur habitat.
Et le choix des zones qui sont concernées par ces protections, donc vous avez ici la carte du réseau Natura 2000 en France, elle est basée sur une liste d'espèces et d'habitats prioritaires. Ça représente plus de 10% du territoire en France, et juste pour illustration, des espèces qui sont dans cette liste d'espèces prioritaires pour l'Union européenne, il y a le loup, et puis cette espèce de coléoptère, là, le pic-prune, qui a pas mal fait parler de lui, parce qu'à la fin des années 90, il a bloqué pendant plusieurs années la construction d'un tronçon d'autoroute entre Alençon et Le Mans. Donc l'espèce pond ses larves dans du bois mort et était présente sur le trajet de ce tronçon d'autoroute, et donc est protégée par Natura 2000. Et il a fallu mettre en place les études pour vérifier que l'espèce était présente, savoir quoi faire pour protéger l'espèce. Et il y a eu des propositions qui ont été faites en déplaçant les arbres dans lesquels les larves étaient présentes. Mais ça a retardé, je pense, de 6 ans la construction de l'autoroute. Alors, il se pose des questions pour le choix des espèces, de la même façon que le choix des espèces protégées, le choix des espèces pour la mise en place de Natura 2000. Alors, évidemment, il y a beaucoup de plantes là, parce qu'il y a cette liste d'habitats prioritaires qui est construite sur la base des approches phytosociologiques, donc qui étudient les assemblages d'espèces. Et donc, ces habitats prioritaires, ce sont essentiellement des listes d'espèces dont certaines sont considérées comme caractéristiques des habitats. Donc, les plantes ne sont pas tellement délaissées de Natura 2000. En revanche, en termes d'insectes, c'est un peu moins le cas. Et comme pour le cas des espèces protégées, c'est surtout des lépidoptères et des coléoptères, au moins pour ce qui concerne les pollinisateurs, et pas d'hyménoptères et pas de mouches non plus. Et puis, encore une fois, il y a des choix d'espèces qui sont parfois un peu surprenants. Donc, par exemple, cette espèce-là de papillon, qu'on appelle l'écaille chinée, je suis sûre que vous l'avez déjà vu. C'est un joli papillon avec des ailes très, très rouges vifs. Parmi le groupe des papillons, il y a 3 espèces qui sont considérées comme prioritaires, et elles en font partie. Alors que vous voyez ici la carte des observations de l'écaille chinée sur le GBIF, le Global Biodiversity Information Facility, c'est une espèce qui est relativement commune. Mais on pourrait utiliser sa présence pour dire on voudrait faire une zone Natura 2000 ici. Donc, c'est des choix qui ont été faits au moment où l'Union européenne a demandé de constituer ces listes d'espèces et d'habitats prioritaires et de trouver des zones à protéger, et qui ont été faits sur la base de la connaissance à un moment donné, qui était loin d'être parfaite, et donc qui peut aboutir à des choix qui sont un peu surprenants. Alors ça, c'est une façon de choisir les espaces protégés, c'est de prendre des espèces ou des habitats qu'on cherche à cibler. Il y a d'autres propositions qui sont faites pour essayer de désigner des espaces protégés, c'est d'essayer de maximiser la diversité dans la zone qui est protégée. Et c'est par exemple ce qui est proposé dans le cadre de l'approche qu'on appelle des points chauds de biodiversité, donc qui sont des zones avec une très grande diversité de plantes. Au départ, les critères, c'était ces zones devaient contenir au moins 1500 espèces de plantes. Et puis, un autre critère important pour qu'on en fasse des priorités de protection, c'est que c'était des zones qui étaient soumises à une forte pression humaine et qui devaient avoir perdu au moins 70% de leur habitat naturel sur un passé récent. Donc ça, c'est une approche qui a été proposée à l'échelle mondiale. Donc ici, vous avez une cartographie de premiers points chauds de biodiversité identifiés à l'échelle mondiale. Donc assez logiquement, on a beaucoup de points chauds qui sont dans les tropiques parce que ce sont des zones très diversifiées, mais vous en avez aussi tout autour de la région méditerranéenne. Et ce que les auteurs de cette approche argumentent, c'est que à partir de ce choix de zones particulièrement riches et aussi particulièrement menacées, on arrive à conserver 44% des espèces de plantes et 35% des espèces de vertébrés dans seulement à peine plus de 1% de la surface des terres émergées. Donc, si on est limité en termes de surface de conservation, il faut mieux aller diriger nos efforts vers ces zones-là. Alors, c'est une solution qui est déclinée pays par pays. Vous pouvez avoir des points chauds de biodiversité locaux. C'est une solution qui pose quand même un certain nombre de problèmes parce que ces endroits où il y a beaucoup d'espèces,
une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'espèces, c'est parce qu'ils échangent avec les endroits adjacents. Et dans une situation très extrême où on conserverait uniquement ces endroits-là et on bétonnerait tout le reste, il y a les échanges qui font qu'il y a une diversité très forte à ces endroits, ils disparaîtraient. Et de fait, on conserverait beaucoup moins d'espèces que ce qu'on peut prévoir avec une cartographie qui est faite à un moment où les zones voisines sont encore épargnées. Alors, toutes ces stratégies-là pour choisir des espaces protégés, on l'a vu, les insectes et particulièrement les pollinisateurs ne sont pas au centre du choix des zones protégées. Est-ce que c'est un problème? On pourrait penser que peut-être non, parce que quand on conserve soit des espèces, soit des espaces, on conserve toute une diversité d'écosystèmes et peut-être les conditions qui sont favorables aussi pour les pollinisateurs. Et en biologie de la conservation, on a cette notion d'espèce dite parapluie. Et là, c'est vraiment l'image du parapluie, c'est-à-dire qui va protéger pas uniquement elle-même, mais aussi d'autres espèces associées. Donc souvent, ce sont des espèces qui vont nécessiter des vastes surfaces pour leur conservation, par exemple parce qu'elles ont des domaines vitaux très importants, et elles vont permettre la conservation concomitante de nombreuses autres espèces. Alors assez souvent, ce sont typiquement des grands prédateurs. Donc, je vous ai mis ici comme exemple pour l'Europe le lynx, donc qui ont besoin de grands domaines vitaux et puis qui sont au sommet des chaînes alimentaires. Donc pour qu'ils puissent exister, il faut que le reste de la chaîne alimentaire existe aussi. Mais on peut avoir des situations avec des pollinisateurs qui sont eux-mêmes considérés comme des espèces parapluies. Ici, une espèce de papillon qu'on trouve dans la baie de San Francisco aux États-Unis, qui s'appelle le damier de la baie. Donc c'est vraiment une espèce qu'on trouve que là. Et qui est spécialisée sur des prairies qui poussent sur des sols à serpentinite, qui sont des sols assez particuliers, qui ont des propriétés physico-chimiques qui en font des sols considérés comme très mauvais pour l'agriculture, mais avec des communautés de plantes très particulières et des pollinisateurs aussi très particuliers, dont ce damier de la baie qui a aidé à protéger ces pelouses particulières dans toute la baie, parce que c'était une espèce menacée d'extinction et qu'il y a des programmes de conservation qui ont été mis en place. Mais globalement, quand même, les localisations des espaces protégés ne sont pas pensées pour les insectes et particulièrement pour les pollinisateurs. Ici, une étude qui a essayé de comparer le recouvrement à l'échelle mondiale entre les aires protégées et les distributions des espèces. Donc, sur ce graphique-là, vous avez plein de groupes différents d'insectes. Et à chaque fois, vous avez deux barres. Une barre en bleu qui vous montre le pourcentage de la distribution de l'espèce qui tombe dans une aire protégée, sachant que la surface d'aire protégée à l'échelle mondiale, c'est à peu près 15%. Et en jaune, c'est le pourcentage de la distribution qui est considérée comme suffisamment protégée. C'est-à-dire que, par exemple, pour certaines espèces qui ont des distributions très restreintes, il faut qu'il y ait une grande partie de leur aire de distribution qui tombe dans une zone protégée pour être sûr que les populations se maintiennent. Et donc vous voyez que les chiffres sont relativement faibles en général. On est autour de 10, 15, 20% des espèces qui sont suffisamment protégées. Et cette étude conclut que en fait, les 3/4 des espèces n'ont pas une couverture suffisante pour assurer leur protection. Et si on regarde en particulier les groupes qui contiennent les pollinisateurs, les abeilles, les bourdons, papillons et les cirfes, on est dans des situations qui sont relativement comparables aux autres insectes. Ceci étant, de façon générale, les aires protégées sont relativement efficaces. Alors, toujours dans cette étude où quand même on avait un gros biais vers les mammifères et les oiseaux, ici vous avez les aires protégées, donc on est dans la moitié des cas sur une efficacité, et c'est au moins efficace 2 fois plus fréquemment que ça ne peut être un échec. Mais on a quand même des situations où ça ne marche pas, les aires protégées, donc se pose la question de pourquoi. Une des raisons, ça peut être que derrière le terme aire protégée, il peut y avoir des niveaux de protection qui sont assez variables. Et par exemple, l'Union mondiale pour la nature propose une classification entre des choses qui sont vraiment des réserves naturelles intégrales où personne ne vient, des parcs nationaux où il y a quand même un peu d'activité, notamment de l'activité touristique, et puis des niveaux qui sont un peu plus faibles. Mais en fait, l'étude la plus récente là, qui fait une synthèse de l'efficacité de ces zones protégées,
qui regarde la différence en termes de nombre d'espèces entre des zones non protégées, qui est la valeur de référence à 0, ou des zones protégées. On voit qu'on a un effet. Il y a en moyenne 10% d'espèces en plus dans une zone protégée qu'en dehors. Mais en revanche, que ce soit des zones très protégées ou des zones moyennement protégées, ça n'a pas l'air d'avoir d'effet. Donc ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle on a des manques d'efficacité de certaines aires protégées. Au passage, le fait qu'il y ait plus de diversité dans les zones protégées n'est pas forcément une démonstration de leur efficacité. En général, les aires protégées, elles sont choisies là où il y a beaucoup de diversité. Donc ce qu'il faut, c'est aussi avoir des suivis qui permettent de vérifier que les changements au cours du temps de la diversité du vivant sont plus favorables dans les aires protégées qu'en dehors. Et pour les zones Natura 2000, par exemple, ça a été fait pour les oiseaux. Et on montre effectivement que les diminutions d'oiseaux sont moins dramatiques dans les zones protégées qu'en dehors. Ils diminuent quand même, mais moins vite. Alors, dans les situations où les zones protégées ne fonctionnent pas du tout, ou voire dans les situations où on ne peut pas mettre de zones protégées, on a une option qui s'appelle la conservation ex situ, donc en dehors des sites naturels des espèces. Alors ça se fait pour les plantes de différentes façons. Donc une façon, c'est de récupérer des graines et de les mettre au froid. Donc peut-être vous avez entendu parler de cette initiative qui essaye d'avoir un échantillon de toutes les graines, de toutes les variétés d'espèces cultivées et de leur apparenté sauvage qui sont stockées dans une ancienne mine au Svalbard, donc tout près du pôle Nord. Cette solution-là, alors ça peut être très efficace, hein, les graines, ça peut rester en vie très très longtemps. Le record de longévité pour une graine qu'on a réussi à faire regermer, c'est 2000 ans, et c'est amélioré par le froid. Mais ce n'est pas une solution idéale non plus, d'une part parce que toutes les graines ne restent pas viables au cours du temps, donc on perd une partie de la diversité qu'on a stockée, et puis c'est une façon de conserver qui est très statique, alors que l'environnement à l'extérieur est en train de changer. Et donc quand vous ressortez des graines après 10 ans, 20 ans, 30 ans, et que vous les faites repousser, eh bien, ce sont des plantes qui vont pousser dans un environnement où le climat a changé, où les parasites ont évolué, où les pollinisateurs aussi ont évolué. Donc c'est possible aussi de faire de la conservation plus dynamique, et notamment en France, le réseau des conservatoires botaniques nationaux et les jardins botaniques maintiennent des populations, on va dire en captivité, parce qu'elles ne sont pas dans leur site naturel, mais avec quand même des générations qui se développent. Et puis vous avez l'équivalent pour les animaux. Alors j'avoue que pour les insectes, je ne connais pas l'équivalent d'un parc zoologique qui ferait de l'élevage pour la conservation, mais je pense que ça n'existe pas sous ce terme-là. Mais ces parcs zoologiques, ils ont permis le maintien et la réintroduction dans le milieu naturel de plusieurs espèces qui ont disparu dans la nature. Ici, 2 exemples, une espèce d'oryx et le cheval de Przewalski. Ces élevages en dehors de la nature, et c'est vrai aussi pour les conservations de populations de plantes, ils ont des programmes de croisement qui sont très très contrôlés pour d'une part limiter ces problèmes de consanguinité et de croisement entre apparentés, parce que souvent on est sur des populations de petite taille, et puis aussi pour empêcher que les animaux s'adaptent à des conditions de captivité et qu'on puisse derrière réintroduire des animaux qui sont encore capables de survivre et de se reproduire dans leur environnement naturel. Donc ces approches de conservation en dehors des sites naturels, elles doivent toujours être pensées en parallèle d'une restauration des habitats pour qu'à terme, on puisse avoir de nouveau des populations sauvages. Et donc cette restauration des habitats, il y a une discipline qui s'appelle l'écologie de la restauration qui s'intéresse à ça. Donc l'objectif, c'est de réparer les dégâts qui sont causés par les activités humaines. Elle peut se faire au niveau des espèces. Et là, on a un phénomène qu'on appelle de translocation. Donc ça, c'est quand on déplace des individus. Soit on les déplace pour renforcer une population déjà existante mais qui est de trop petite taille, soit on les déplace pour remettre des individus à un endroit où il y avait une population de cette espèce avant, mais elle a disparu, on appelle ça de la réintroduction, soit on peut les déplacer pour introduire une espèce quelque part où elle n'avait jamais été présente. Donc il y a toute une théorie derrière à partir de la démographie et de la génétique des populations sur laquelle je passe,
Un exemple qui n'a rien à voir avec les plantes et les pollinisateurs, c'est le cas de la réintroduction des vautours fauves dans le sud-est de la France, qui a été très très efficace. Et là, c'est pareil, en fait, il faut vraiment étudier les conditions qui vont permettre la réinstallation de la population, et on va en reparler tout de suite après pour plantes pollinisateurs. Et puis, pour les espaces, on peut aussi restaurer des écosystèmes entiers, alors en utilisant d'autres bases théoriques, et notamment en essayant de comprendre comment est-ce que les perturbations influencent les écosystèmes et comment est-ce que les plantes vont se réinstaller, donc cette notion de succession écologique après la perturbation. Et souvent, ça demande des manipulations qui sont assez lourdes. Donc on peut vouloir restaurer l'environnement physique et la qualité des sols, et on peut devoir réintroduire des espèces ou enlever des espèces dont on ne veut pas qu'elles soient présentes. Ici, une illustration avec la zone de Chryssyfield dans la baie de San Francisco, qui a été un terrain militaire pendant très très longtemps, avec une zone très très polluée, et qui a été restaurée dans son état naturel, en décapant le sol sur plusieurs dizaines de centimètres et en allant réintroduire des plantes qui étaient adaptées à ces conditions. Alors, ces programmes de réintroduction ou de renforcement de plantes, il y en a beaucoup qui existent. Donc, en ce moment, il y a un programme qui essaye de caractériser ces réintroductions à l'échelle de l'Europe et qui en est à peu près à 1000 tentatives de déplacement de population qui concernent 500 espèces, mais probablement c'est beaucoup plus. Donc ici, vous pouvez voir que parfois ça demande un petit peu du gros matériel, et vous avez carrément une pelleteuse ici pour déplacer des plantes. Et quelques exemples, pas très loin de Paris, dans la forêt de Fontainebleau, vous avez des populations relictuelles de cette espèce-là, la sabline à grandes fleurs, qui est une espèce plutôt de climat assez frais et de montagne, qui a eu une distribution assez large au moment de la dernière glaciation, et puis avec le réchauffement en sortie de glaciation, qui a tendance à s'être replié vers les montagnes, sauf à 2 endroits en plaine en France, à Fontainebleau et à Chinon, et sont devenus des populations de très petite taille, avec des problèmes de consanguinité. Ici, vous voyez un pied de cette espèce-là à Fontainebleau. Normalement, les pieds, ça fait des centaines, voire des milliers de fleurs. Ici, vous avez 3 fleurs qui se battent en duel, donc des gros problèmes de consanguinité. Et vous avez un programme de réintroduction qui a utilisé des individus de Fontainebleau et de Chinon pour faire des croisements et retrouver de la diversité génétique, et qui a implanté 4 nouvelles populations à Fontainebleau, ce qui a permis de maintenir l'espèce sur place, la population résiduelle naturelle ayant disparu depuis. Et puis un autre exemple avec une espèce de hieracium en Grande-Bretagne qui était présumée éteinte dans les années 30 et qui en fait avait été maintenue par une personne dans un jardin botanique et qui a pu être réintroduite dans son milieu d'origine à partir de ce jardin botanique. De façon générale, on a assez peu d'évaluation du succès de réintroduction de ces plantes et de quels sont les critères de succès. Donc ça, c'est des recherches qui sont en cours. Un exemple de programme de réintroduction d'insectes avec l'azuré du serpolet, qui s'appelle le grand bleu en anglais, qui a disparu de Grande-Bretagne en 1979. Et il y a eu un programme de recherche pour essayer de comprendre les causes de sa disparition. On pensait que c'était les entomologistes qui l'avaient trop capturé pour les mettre dans leur collection. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que les causes de sa disparition, c'est la myxomatose. Alors c'est un peu surprenant, parce que la myxomatose, c'est un virus de lapin. Et alors pourquoi ? Parce que c'est, encore une fois, un problème d'interaction entre espèces. C'est un papillon qui a un cycle de vie complexe. Je vous ai déjà montré un exemple comme ça. La chenille se développe sur sa plante hôte, mais au bout d'un moment, se laisse tomber au sol et est récupérée par des fourmis, 2 espèces de fourmis, qui vont l'élever et contribuer à ce qu'elle termine son cycle et se refasse des adultes. Or, ces fourmis, elles ont besoin d'une végétation relativement rase pour installer leur nid. Et les lapins, ça mange la végétation. Et donc, introduction de la myxomatose en Grande-Bretagne dans les années 50, effondrement des populations de lapins, la végétation devient de plus en plus dense, il n'y a plus de fourmis, et donc il n'y a plus de papillons. Et donc, pour le programme de réintroduction, ils ont été obligés de penser
des modes de gestion qui permettent de maintenir ces prairies relativement rases ou ces habitats relativement rares pour que, en plus de la plante hôte, il y ait aussi les fourmis dont le papillon dépend pour boucler son cycle de vie. Donc il a été réintroduit en 1983 à partir de populations suédoises et depuis à des populations de grande taille. Donc ces programmes de réintroduction d'insectes, il y en a pas mal dans le monde, enfin pas énorme non plus, 134 projets pour 74 espèces en 2019. Vous voyez toujours ce biais assez fort pour les papillons et pas grand-chose pour les abeilles. Et vous voyez aucune mouche non plus dans ces programmes-là. En général, ils fonctionnent bien. Donc, une fois sur deux, il y a un succès. Des échecs dans un tiers des cas. Pour la partie qui reste, c'est qu'on n'arrive pas à conclure si c'est un succès ou un échec. En général, ça marche mieux quand on libère beaucoup d'individus, quand on a bien compris aussi quels sont les mécanismes de disparition. Et quand ça ne marche pas, on ne sait pas encore très bien. Et notamment, cet article-là qui fait la synthèse de toutes ces introductions ne discute pas le rôle des interactions entre espèces, donc probablement ça peut être quelque chose d'assez important. Et dans cette synthèse-là, vous voyez les déplacements d'espèces. Quand c'est évalué, 48 fois des succès, 11 fois des échecs, donc ça fonctionne quand même relativement bien. Dans tous les cas, les interactions sont très très importantes dans ces programmes de conservation. Ici, un programme en Australie d'introduction d'orchidées, plusieurs espèces en même temps. Donc c'est compliqué les orchidées déjà parce que ça a besoin d'une symbiose avec un champignon pour germer. Donc ils ont été obligés de trouver les conditions de culture pour qu'ils arrivent à obtenir des plantules. Et puis après, ils ont essayé de comprendre le système de pollinisation de ces espèces-là. Donc pour cette espèce, par exemple, ils l'ont observée pendant très longtemps, pendant la journée, et ils ne voyaient vraiment aucun pollinisateur qui la visitait. Et puis un jour, ils se sont rendus compte qu'à la tombée de la nuit, il y avait pas mal d'activités autour de la plante. Et en fait, ce sont des petites guêpes qui viennent dormir à l'intérieur de la fleur, qui pollinisent cette fleur. Elles ne tirent pas d'autres bénéfices que le micro-habitat relativement chaud que constitue la fleur. Et puis pour cette autre espèce, ils se sont rendus compte qu'elle était pollinisée principalement par cette jolie espèce d'abeille avec des bandes bleues là, sur l'abdomen. Et c'est une orchidée qui est trompeuse, elle ne produit pas de nectar. Et cette abeille, elle est capable d'apprendre assez rapidement à reconnaître l'espèce trompeuse. Et donc la stratégie du programme de réintroduction, c'est de planter l'orchidée en mélange avec des fleurs riches en nectar qui lui ressemblent un petit peu pour continuer à tromper les abeilles autant que possible. Donc là, on est dans une situation où on assiste quand même vraiment beaucoup l'espèce. Il y a d'autres situations où ce n'est pas forcément simple de trouver la bonne gestion. Donc pour cette espèce ici, d'ombellifère, les chercheurs qui l'ont étudiée se sont rendus compte qu'elle est pollinisée principalement par des fourmis. Donc ici, vous avez le réseau d'interaction avec l'ensemble des pollinisateurs, l'ensemble des plantes de la communauté. Là, c'est la plante qui nous intéresse. Et en noir, les liens qui la lient avec des pollinisateurs. Et le gros des visiteurs, ce sont des fourmis. Or, ces fourmis, elles trouvent aussi de la nourriture auprès de plantes envahissantes dans la communauté. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment contrôler les espèces envahissantes si on veut maintenir cette espèce de plante en particulier? Et là, les chercheurs ont testé différentes stratégies, et celle qui semble fonctionner le mieux, c'est peut-être effectivement d'enlever les espèces envahissantes, mais de le faire progressivement pour que les fourmis ne se retrouvent pas sans ressources alimentaires du jour au lendemain. Et alors, dans ces degrés d'interventionnisme pour essayer de maintenir les populations, on présente un exemple de conservation vraiment sous perfusion. Juste pour rappel, vous avez vu passer plusieurs fois cet exemple assez frappant de l'étoile de Madagascar qui a ce très très long éperon avec du nectar au fond et ce papillon qui a été découvert tardivement qui possède cette très très longue trompe qui peut aller récolter le nectar. Et bien, à Madagascar, il y a une espèce de plante qui a un éperon encore plus long que l'étoile de Madagascar, un éperon qui fait 40 cm. Et là, il n'y a pas de pollinisateur. Et probablement, il n'y a pas de pollinisateur parce qu'il a disparu du fait des activités humaines. Et donc, la conservation de cette espèce actuellement, ça passe par une pollinisation à la main. Donc là, on est vraiment dans de l'interventionnisme très très fort. Une espèce est devenue complètement dépendante des humains pour se maintenir. Et donc il y a
d'autres options qui sont considérées pour essayer de maintenir de la diversité. Et une qui est en train de se développer beaucoup actuellement, c'est ce qu'on appelle le réensauvagement ou rewilding en anglais. Il y a d'autres terminologies. Donc l'idée, c'est d'essayer de diminuer autant que possible, voire de supprimer l'intervention humaine dans le processus de restauration, avec l'idée que la nature, ça fait des milliards d'années qu'elle fonctionne sans nous et il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas continuer à fonctionner sans nous. Ça laisse une possibilité par rapport aux approches précédentes qui essayaient quand même de restaurer des systèmes qui ressemblaient à ce qu'ils auraient dû être ou à ce qu'ils ont été avant l'intervention des humains. Ici, ça laisse la possibilité d'avoir des écosystèmes vraiment nouveaux, y compris de laisser la place à des espèces introduites qui sont en train de s'installer. Donc ici, vous avez une illustration avec une réserve de faune sauvage qui est donc un territoire qui a été acheté par cette association pour la protection des animaux sauvages et qui est laissé complètement sans gestion. Alors ça suscite un peu le débat, cette approche du réensauvagement, parce que ça ne se passe pas toujours de façon complètement sereine, notamment pour les animaux. Ici, vous avez un exemple de réserve qu'on trouve aux Pays-Bas, où donc la gestion est laissée vraiment en libre évolution, avec beaucoup de grands herbivores et pas de carnivores. Et donc la taille de population de grands herbivores est assez importante. Et il y a quelques années, il y a eu une série d'hivers très très rigoureux qui ont conduit à une mortalité massive des animaux de faim et qui ont suscité beaucoup d'émotions auprès de la population qui vit autour de cette zone-là et qui voyait les animaux mourir régulièrement. Donc maintenant, il y a une intervention dans cette zone-là avec des abattages d'individus dont on pense qu'ils ne vont pas pouvoir passer l'hiver. Et puis, voilà, il y a pas mal de discussions aussi sur une vision particulière de la nature qui a tendance à exclure les humains, des possibilités d'avoir une solution qui ressemble un peu à du greenwashing, c'est-à-dire on laisse de la libre évolution à un endroit donné et on s'autorise à tout détruire à côté. Mais en tout cas, une solution qui est en train de monter assez rapidement et des travaux en cours qui se développent pour essayer de comprendre l'impact de ce mode de fonctionnement de la nature sur les interactions plantes-pollinisateurs, notamment le maintien de la végétation par du pâturage par des grands herbivores. Ça fait des structures de communautés de plantes qui sont particulières et qui peuvent favoriser des interactions plantes-pollinisateurs elles-mêmes particulières. Alors, ces approches donc, de conservation d'une biodiversité qu'on va appeler remarquable, des espèces qui ont de la valeur aux yeux des humains et qui sont menacées, elles peuvent avoir un certain nombre de limites. Donc, je vous ai déjà montré cet effet non attendu qui est lié à l'affichage de la rareté d'une espèce. Mais on peut aussi avoir des effets de la protection qui conduisent à délocaliser certaines activités humaines. Donc ici, une étude qui a caractérisé à l'échelle mondiale, pour plein de produits commerciaux, quelles étaient les menaces que ces produits, donc par exemple des produits agricoles, de la vente de bois, etc., faisaient peser sur les espèces, soit sur le propre territoire du pays, soit en dehors. Et donc vous avez les pays qui sont classés en fonction du nombre de menaces, et vous avez des pays qui ont plutôt tendance à importer des menaces, c'est-à-dire qu'ils importent des produits qui menacent la biodiversité dans d'autres endroits du monde, donc classiquement plutôt des pays du Nord, et des pays qui sont exportateurs de menaces, c'est-à-dire qui menacent leur biodiversité sur leur territoire pour exporter des produits, donc plutôt des pays du Sud. Et parmi les pays importateurs de menaces, vous en avez une astérix, là, dont la France, qui font peser plus de menaces sur la biodiversité des autres que sur leur propre pays. Donc en France, on est dans une situation où peut-être on ne conserve pas trop mal notre biodiversité localement, mais c'est parce qu'on détruit la biodiversité des autres. Donc possible déplacement de notre empreinte écologique. Et puis les espaces protégés, ils ne peuvent pas tout faire, donc là je vais passer assez vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais les surfaces sont nécessairement limitées. Il y a beaucoup de situations où il y a des conflits avec les populations locales dans l'installation de ces surfaces protégées. Et puis, la protection n'est jamais complète et en particulier, elle ne protège pas contre les changements climatiques. Dernière chose,
et je vais passer vite aussi, la biodiversité, c'est un ensemble dynamique des espèces qui disparaissent, il y en a toujours eu. Et ce n'est pas en essayant de conserver à tout prix des espèces qui de toute façon sont condamnées qu'on va réussir à maintenir la diversité du vivant. Et donc ce à quoi il faut penser, c'est plutôt de conserver le côté dynamique des choses, les processus. Donc il y a des espèces qui vont disparaître, mais il peut aussi y en avoir qui apparaissent. Et donc il faut conserver ce qu'on appelle le potentiel évolutif, la capacité du vivant à continuer à s'adapter à ces changements de l'environnement. Et ça suppose d'avoir des populations de grande taille avec de la diversité, donc conserver des grandes surfaces et donc conserver toute la biodiversité et pas seulement quelques espèces menacées. Donc en fait, on revient un petit peu au débat qu'on a eu la semaine dernière sur est-ce qu'il faut partager ou séparer l'espace entre les activités humaines et la conservation de la biodiversité. Et on a différentes positions à l'heure actuelle. Par exemple, vous avez un projet qui s'appelle Half Earth, qui dit pour sauver la biodiversité, il faut qu'on laisse la moitié de l'espace aux espèces non humaines et on garde l'autre moitié pour nous. Le réensauvagement, c'est un petit peu aussi cette idée-là. Et puis, il y a une autre vision, alors les deux ne sont pas forcément opposés, on peut avoir des choses complémentaires, qu'on va appeler l'écologie de la réconciliation. Donc, le principe est de dire les zones protégées, de toute façon, on ne va pas pouvoir les étendre indéfiniment. Ici, vous avez les zones protégées en France, c'est 22% du territoire au total. Et ce qui n'est pas protégé, c'est quand même la majorité. Et donc, il faut aussi penser à la conservation de la nature ordinaire, qui est vraiment un complément indispensable à la conservation de cette biodiversité remarquable et qui fournit aussi notre cadre de vie et qui influence notre qualité de vie. Donc ça va concerner essentiellement deux types de territoires, cette nature ordinaire, des espaces agricoles, des espaces urbains. Je vous renvoie au cours de la semaine dernière et au séminaire de Clélia Sirami pour les espaces agricoles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les espaces agricoles et pour maintenir de la biodiversité? Donc il y a cette idée de diversifier les cultures, de remettre des linéaires entre les parcelles et d'essayer d'arrêter l'utilisation des pesticides. Et puis pour les espaces urbains, je vous renvoie au séminaire de Nicolas Deguine. Je vous signale à Marseille le parc urbain des papillons qui a ramené beaucoup d'espèces de plantes pour essayer d'avoir une diversité de papillons avec succès. Et je pense que dans le séminaire qui va suivre, Hugues Mouret va vous proposer beaucoup d'autres solutions. Alors, pour étudier cette biodiversité ordinaire, on va plus s'intéresser seulement à des populations. On va regarder l'ensemble des espèces et leurs interactions. Et donc, on va travailler vraiment sur la théorie, notamment des réseaux écologiques. Et puis, par rapport à la biologie de la conservation qui s'intéressait aux espèces remarquables, on ne peut plus ignorer complètement les interactions avec les sociétés humaines. Et donc, on va passer à un concept qu'on appelle de socio-écosystème, qui va consister en un système écologique, donc tout ce dont on a parlé jusque-là, mais aussi toutes ces interactions avec les restes des systèmes humains, les systèmes politiques, les systèmes économiques et les systèmes socio-anthropologiques. Et donc, pour conserver la biodiversité, en fait, il faut dépasser la biologie de la conservation et il faut aller vers des sciences de la conservation qui vont avoir des approches interdisciplinaires, qui vont certes essayer de comprendre comment fonctionnent les systèmes écologiques, mais surtout essayer de comprendre comment fonctionnent les systèmes humains et quelles sont les solutions qui peuvent être efficaces pour que les sociétés humaines changent leur fonctionnement et acceptent plus la nature. Alors, ces approches-là, ce n'est pas forcément automatique, mais elles sont souvent associées à des nouvelles valeurs attribuées au vivant, et notamment cette valeur instrumentale. Le vivant nous est utile à nous humains, il permet notre survie et notre qualité de vie. Et donc, il y a cette notion de service écosystémique dont on a déjà parlé pour la pollinisation des cultures, qui représente les bénéfices que les humains tirent gratuitement du fonctionnement des écosystèmes. Donc, je passe rapidement sur cet exemple-là où on a mis en parallèle des variations du climat avec les conflits armés à l'échelle mondiale, qui montrent que quand l'environnement change, et notamment quand il fait froid, on a des conflits armés qui augmentent, notamment du fait du manque de nourriture. Et la question qui se pose, c'est avec l'érosion de la biodiversité, est-ce qu'on peut se retrouver dans des situations semblables ? Alors, pour conserver cette biodiversité ordinaire, on peut avoir des outils de type réglementaire, de la législation. Et donc là, je vous parle rapidement de la notion de compensation écologique,
donc qui est une obligation légale depuis la loi de 1976. Quand on fait un aménagement du territoire, les aménageurs ont obligation d'essayer d'éviter au maximum les effets négatifs sur la biodiversité, réduire les effets qu'ils ne peuvent pas éviter, et pour les effets résiduels, de les compenser en favorisant de la biodiversité ailleurs que sur l'aménagement. Donc il y a des projets qui existent, notamment de restauration de la plaine de Crau, qui est une des rares végétations stépiques en France, et qui pose beaucoup de questions sur est-ce que vraiment c'est efficace en termes de conservation de la biodiversité ou est-ce que ça revient à donner un droit à détruire. Et comme l'heure est presque passée, je vais très rapidement pour dire que pour l'instant, ce n'est pas du tout efficace, d'une part parce que ça cible très très peu d'espèces et presque que les espèces menacées. Donc inutile de vous dire que les plantes et les pollinisateurs ne bénéficient pas tellement de ces mesures. Et puis souvent, on compense comment? On compense en protégeant des espaces naturels. Ce qui fait qu'on a perdu de la biodiversité d'un côté, on n'a pas du tout réaugmenté de l'autre côté. Ce qu'il faudrait, c'est surtout aller dans des espaces agricoles ou des espaces artificialisés et restaurer des écosystèmes pour compenser la perte d'un côté par une augmentation de l'autre. Et je vous mets juste un exemple qui illustre est-ce que c'est possible ou pas de compenser une perte d'un écosystème naturel, qui est une initiative qui a été lancée en 2007, cette fois-ci plutôt pour de la compensation carbone, et qui est une fausse entreprise qui proposait de la compensation pour les couples, ou plutôt les personnes qui étaient infidèles. Vous avez trompé votre partenaire, c'est pas grave, vous pouvez acheter un comportement vertueux d'autres personnes. Voilà, donc ça illustre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Une fois qu'elles sont détruites, elles sont détruites. Voilà, alors je passe là-dessus. Il y a des outils économiques qui sont proposés aussi pour essayer justement de favoriser des pratiques qui permettent de protéger la biodiversité. Donc, par exemple, des labels écologiques pour compenser une perte de production parce qu'on passe sur des pratiques agricoles vertueuses. Ces approches-là, elles suscitent aussi beaucoup de débats, notamment parce qu'on peut montrer que conserver les services écosystémiques, ça ne permet pas de conserver toute la biodiversité. Donc si on a uniquement cette approche instrumentale, il y a des espèces qui ne vont pas bénéficier de conservation parce qu'elles nous sont inutiles. Et puis ces services écosystémiques, ils ont souvent été, non pas souvent, parfois associés à une monétarisation, donc comme une façon d'avoir une unité de mesure commune pour des choses qui sont relativement incommensurables, par exemple entre une production d'1 kilo de blé, le stockage de carbone et la valeur esthétique d'un paysage agricole. Et il y a des débats sur le fait que ce n'est pas la même chose de mettre un prix sur quelque chose et de lui attribuer une valeur. Donc, par exemple, de l'eau, ça c'est l'exemple classique, ça a énormément de valeur pour nous les humains, parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. En revanche, tant qu'elle est relativement abondante, son prix est très très faible. En France, par exemple, l'eau est gratuite. Tout ce qu'on paye, c'est le circuit de distribution. Et le prix commence à monter quand la chose dont vous avez besoin devient rare. Et donc pour l'instant, le prix sur les services écosystémiques, il n'est peut-être pas très élevé parce qu'ils sont encore relativement présents. Et quand ils vont devenir rares, et là peut-être les prix vont devenir beaucoup plus importants. Et donc, il y a un besoin d'être capable de reconsidérer d'autres valeurs, donc la valeur intrinsèque dont on a déjà parlé, et puis aussi un nouveau type de valeur qui commence à être discuté, c'est ce qu'on appelle la valeur relationnelle, et donc qui prend en compte les liens qu'on peut avoir avec notre environnement, et notamment avec les espèces non humaines, et qui contribue par exemple à ce sentiment d'appartenance à un endroit. Je ne sais pas si vous avez personnellement un endroit dans le monde, en France, ailleurs, que vous aimez particulièrement, et probablement parmi les raisons qui vous attachent à cet endroit, il y a une partie du vivant. Et ça, ces valeurs-là, c'est des choses qui sont très personnelles, qui sont souvent non négociables pour des personnes adultes, mais qui se construisent avec le temps. Et un des soucis dans la construction de ces valeurs, c'est que les humains vivent de plus en plus en ville et sont de plus en plus déconnectés de la nature. Ici, deux illustrations avec une étude qui quantifie le pourcentage d'enfants qui n'ont jamais eu différents types d'expériences au Japon. Donc aller en montagne, grimper à des arbres, pêcher, attraper des insectes, regarder les oiseaux. C'est un pourcentage qui augmente. Et vous voyez qu'au Japon,
plus de 60% des enfants ne sont jamais allés en montagne, alors que le Japon, c'est quand même essentiellement de la montagne. Et puis aux États-Unis, le nombre de visites dans des parcs par personne au cours du temps. Les parcs nationaux aux États-Unis, c'est vraiment une institution. Et actuellement, au cours de sa vie, les Américains ont moins d'une visite dans un parc. Et c'est un constat qui est assez ancien. Je ne vais pas avoir le temps de vous lire toute cette citation, mais c'est toujours Aldo Leopold, milieu du XXe siècle, qui explique déjà que l'homme moderne typique est séparé de la Terre par de nombreux intermédiaires et par d'innombrables gadgets. Il n'a pas de relation vitale à la Terre. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Il y a plusieurs façons pour essayer d'y remédier et de redonner des valeurs qui ne sont pas juste des valeurs instrumentales, mais les sciences participatives peuvent en être une façon d'aller observer la nature et de se reconnecter à la nature. Et je signale que donc, il y a tout le programme Viginature, et je vous renvoie au séminaire d'Anne Dosière, mais en particulier, il y a une déclinaison de Viginature spécifiquement pour les écoles, de la maternelle au lycée, avec toute une série d'objectifs, mais un des objectifs, c'est d'essayer de reconnecter les enfants à la nature. Et je conclus, très en retard, sur le fait que la biologie de la conservation a produit des mesures de conservation qui sont efficaces. Elles concernent encore pas trop les plantes, encore que les plantes, ça va relativement, mais elles concernent moins les pollinisateurs. Cependant, on peut avoir un petit peu d'espoir parce qu'il y a des mesures qui sont à venir, notamment avec, au niveau de l'Union européenne, une initiative pour les pollinisateurs en 2018 qui a conduit à une obligation de suivi des pollinisateurs dans tous les États membres, qui va être mise en place incessamment sous peu. Et puis en France, un plan national en faveur des insectes pollinisateurs qui a été produit en 2021. Malgré ça, il faut donc penser au-delà de la biologie et de l'écologie, donc l'importance des sciences de la conservation, de l'approche interdisciplinaire, pour trouver les conditions d'une cohabitation entre les humains et les non-humains. Et je termine pour ce dernier cours en remerciant toutes mes collaboratrices et collaborateurs, les étudiants, les chercheurs, l'ensemble de l'équipe de Viginature et l'ensemble surtout des participantes et des participants à ces programmes qui permettent vraiment d'être capables de caractériser les changements de la biodiversité et de proposer des solutions. Et puis l'ensemble des membres de mon unité de recherche, y compris les personnels d'appui à la recherche qui font que la recherche peut fonctionner grâce à toutes ces personnes. Et puis merci à toutes et à tous d'avoir été présents pendant ces 8 cours.